assez de ce combat de coq où ces leaders montrent leur ergot afin de mieux montrer le climat. Au-delà de cette allégorie, nous avons un président de la République qui, durant toutes ces années, passe tout le clair de son temps à se consacrer pour sa réélection. Il n'est pas prêt pour sortir ce pays. Et de notre côté, nous avons un pompier pyromane, que je ne citerai pas le nom, qui finalement continue de mettre le feu, d'allumer le feu dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un climat plus apaisé. Nous n'avons pas besoin d'une force de dénonciation, mais plutôt de force de proposition. Et dans l'opposition sénégalaise, nous avons des candidats, nous avons des responsables politiques qui incarnent ce projet alternatif. Ce projet qui est en dehors de la radicalité d'Ousmane Sonko, également de l'immobilisme de Macky Sall, qui veut rester et mourir au pouvoir, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, il a intérêt de ne pas se prononcer pour le troisième mandat, parce que ça le permet de voir comment faire. Parce que toute sa vie s'est consacrée à préparer sa réélection. Il a même dit, souvenez-vous, qu'il n'était pas très fan de la limitation des mandats. Et ça dit long sur le personnage. Mais de notre côté, quel est le recours que la jeunesse nous propose? Nous avons un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui finalement ne fait qu'allumer le feu dans ce pays. C'est pourquoi, en tant que responsable politique, là, je ne m'adresse pas en tant qu'écrivain et autre, je pense que nous avons besoin de ce pays, dans ce pays, des gens responsables, des hommes politiques qui peuvent nous redonner de l'espoir, des bâtisseurs d'espoir. Et je vais peut-être le gêner, Abdoul Baye qui est là, qui est ancien Premier ministre. Vous l'avez connu par son travail, par ses compétences, et aujourd'hui, il est un recours crédible pour faire de ce pays, pour développer ce pays. Parce que qu'est-ce qu'on nous vante? Le bilan de Macky Sall. Moi, je suis d'accord que les manuels de l'histoire retiennent le nom de Macky Sall. Mais ce que nous voulons, c'est dans ce pays-là, c'est d'avoir un développement économique et social. Et pour cela, il faudrait faire des réformes courageuses. Ce n'est pas de construire des ponts, des BRT qui vont nous sortir. Mais rappelez-vous de l'Irak. Mais c'est un pays qui était merveilleux, il y avait toutes les constructions. Aujourd'hui, ce pays est en ruine. Ce qui veut dire que les constructions ne sont que du sable. Il faudrait construire les citoyens sénégalais. Et il y a des hommes politiques qui sont là, qui sont prêts à apporter des réformes nécessaires et courageuses. Ce n'est pas le fait de dire, de chercher le buzz. Moi, j'ai été étonné récemment d'un Premier ministre, par exemple, à qui j'attendais des propositions et qui, malheureusement, est à la recherche du buzz. Et c'est dommage. Il y a des hommes politiques au Sénégal qui doivent être disqualifiés, soit par leur comportement, soit par leur position. En revanche, on a de l'espoir pour certains. En l'occurrence, moi je le disais, il est devant nous, Abdoul, et il est temps quand même de se dire que le Sénégal a des ressources humaines, a des hommes politiques comme lui qui peuvent développer ce pays. Concernant la Tunisie, je laisserai, parce qu'on parlait du Sénégal, je ne veux pas que tu fasses de l'ingérence. Ah mais ça, je me garderai bien donc. En ce qui concerne la Tunisie, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur des propos qui sont aussi ignobles que ceux qu'ont tenus le président Kais Saied? Il a effectivement jeté l'anathème sur des migrants subsahariens, en allant dire bientôt qu'il y avait un risque potentiel d'africanisation noire de la Tunisie. C'est assez effrayant. Et résultat, ça a donné lieu à une véritable chasse aux sorcières. On a presque vu et revu des pogroms qu'on avait connus en Europe du temps du nazisme. C'est quelque chose d'effrayant. Et heureusement, aujourd'hui, la communauté internationale s'est positionnée et l'a condamné sévèrement. Mais en vérité, je crois qu'il a cherché avant tout, en tenant ses propos, encore une fois ignominieux, de faire lui aussi peut-être le buzz, mais surtout
de détourner l'attention sur les vrais problèmes que connaissent la Tunisie, que connaît la Tunisie, des problèmes notamment d'ordre économique et d'ordre social. Donc voilà, qu'en dire de plus? Je crois que justement, moins on en parlera, mieux ça vaudra. Car ne lui faisons pas de publicité, c'est déjà assez, encore une fois, dramatique d'avoir entendu des propos pareils. Et juste pour rajouter que, c'est-à-dire quand on considère les migrants en Tunisie, les migrants représentent en Tunisie 0,2% de la population. Donc on ne peut pas dire une modification de la démographie avec 0,2%. Moi je trouve d'ailleurs, c'est bien sûr Ibrahima, bon la Teranga, la terre d'hospitalité, je le connais bien, mais c'est lui qui avait l'idée de ce titre et j'y ai souscrit tout de suite et totalement, sans exclusive. En revanche, sur le plan sémantique, je voulais dire, le monde vu de ma Teranga, moi dans mon esprit, si vous voulez, c'était le prolongement de l'émission, c'était le monde vu de la part d'un Sénégalais. Autrement dit, c'est le regard que porte un Sénégalais sur le monde, vu de ma Teranga, vu de chez moi, vu de mon clocher, vu de là où je suis. Par exemple, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Tout à l'heure dans votre question... Concernant le titre, là, pourquoi le choix du titre Le monde vit ma Teranga? Je pense qu'il a expliqué, c'est la vision du Sénégal, la vision du monde, ma propre vision du monde. Mais le Sénégal n'est pas seul dans le monde. En vous écoutant, on a l'impression que vous nous reprochez qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres consacrés au Sénégal. Non, si. Ah d'accord. J'ai jeté un coup d'œil dans le livre, mais j'ai dit, depuis que vous êtes là en train de discuter, vous n'avez pas évoqué ce qui est dedans concernant le Sénégal. Vous parlez de la Russie, l'Ukraine, voilà. C'est ça que je vous suggère. Bon. C'est-à-dire au Sénégal, nous avons abordé les problèmes politiques. J'ai parlé dans ce livre, effectivement, de ce que j'ai toujours soutenu, le projet d'une troisième voie, qui est un projet alternatif. Donc, au Sénégal, nous avons effectivement, dans cet ouvrage, parlé que des questions politiques, parce qu'à un moment donné, le Sénégal vivait une crise à cette période. Ce livre-là, les titres, en fait, nous sont imposés par l'actualité. Ce n'est pas nous qui prenons, qui décidons des titres, c'est l'actualité, parce que comme l'a dit, mon ami Jean-Yves Divan, c'est que toutes les semaines, tout ce qui se passe dans le monde, on essaie de décrypter, de donner notre vision du monde, le monde vu de notre périmètre. C'est pourquoi ce n'est pas à nous de prendre tel sujet ou tel sujet. Demain, il y aura des manifestations, il y aura des émeutes quelque part dans le monde. Et vous savez que dans l'actualité internationale a des incidents sur la gestion de tous les pays. Par exemple, quand on parle de la guerre en Ukraine, ça nous impacte beaucoup. Aujourd'hui, l'inflation est liée à quoi? Est liée à la crise de l'Ukraine. Parce qu'il y a une partie des relations internationales qui impactent les pays. Donc, ce livre-là concerne le Sénégal, parce que le Sénégal est au cœur de ces conséquences. Excusez-moi. Entre guillemets, quoi, pour ne pas être long. Vous avez parlé de la politique sénégalaise dans ce livre. Entre guillemets, au vrai sens du terme. Des hommes politiques. Et ça peut nous arriver. Parce que si un homme d'État continue de s'accrocher sur son pouvoir, mais il risque d'être délogé par les militaires. Mais moi, étant viscéralement attaché à la démocratie, je ne peux pas concevoir un État dirigé par un militaire. Le Mali, malheureusement, quand on regarde le Mali reste un pays très instable depuis l'indépendance. La Guinée aussi. Et le Sénégal peut sombrer dans ce cas-là, parce que nous avons souvent des hommes politiques irresponsables qui ne savent pas se limiter dans le pouvoir. Et c'est ça le risque. Donc malheureusement, dans le livre, on parle beaucoup du Mali, mais dans des situations pas très peu réluisantes. Juste pour dire une petite chose.
Moi, par but de Materanga, pour regarder, énormément voyagé en Afrique, fait beaucoup de reportages sur une quinzaine d'années, en Afrique du Sud, au Mali, justement, où j'avais interviewé le président Alpha Oumar Konaré. Je pense que le Premier ministre, vous avez eu le président Alpha Oumar Konaré, du président du Mali, les années 80-90. C'est un homme très accueillant. Eh bien, ce que je retiens aussi surtout, c'est que bien sûr qu'il y a des soubresauts terribles dans beaucoup de pays africains. Et c'est encore une fois tragique. Et en revanche, quand on voit le Sénégal, on ne peut qu'admirer un pays qui, depuis son indépendance, gère au mieux, bien sûr, c'est pas facile. Et les hommes politiques n'ont pas tous les défauts du monde. Ils ont de grands mérites parce qu'il y a des écueils. Et il n'est pas évident de les éviter aussi facilement que cela. Et le Sénégal a une grande tradition démocratique. C'est un pays qui est depuis l'indépendance. Donc je dirais que c'est un peu aujourd'hui un modèle pour l'Afrique. Alors ça, c'est un bien extrêmement précieux. Et je crois qu'il faut que vous le protégiez, que vous le défendiez, parce que ce n'est pas donné, encore une fois aujourd'hui, à tous les pays de bénéficier de cette équipe. Je veux juste rajouter effectivement qu'on a beaucoup parlé de moi, mais en réalité, j'ai oublié de vous présenter Jean-Yves Duval, parce que Jean-Yves Duval est un auteur très prolixe, il a écrit 10 romans. Et le dernier, c'est Amadou, l'enfant soldat du Sahel. Ça, c'est son dernier livre qui est sorti avant Le Monde vu de Materanga. Amadou, l'enfant soldat du Sahel. Et là, nous retrouvons dans ce livre que je vous recommande de lire, véritablement, toutes les questions géopolitiques du Sahel. Alors, si vous me permettez quelques mots, parce que c'est pas tant ce livre-là que je suis venu vous voir, mais celui que nous avons fait avec mon ami Ibrahima, Le Monde du Materanga. Amadou, l'enfant du soldat du Sahel, c'est le croisement de plusieurs histoires. Il y a une histoire d'abord qui est un peu le voyage, presque on dirait initiatique, d'un réfugié, d'un migrant qui se trouve au Burkina Faso et qui va remonter vers l'Europe. Et c'est donc toutes les embûches, tous les drames qu'il va vivre au travers de ce voyage au Mali, en Algérie, en Libye, et la traversée évidemment de la Méditerranée. Donc j'ai tenu, si vous voulez, à rappeler ces voyages effroyables de ces migrants qui sont tellement nombreux à perdre la vie au passage, et sur terre et sur mer, qui sont pillés, rançonnés, qui sont entre les mains de véritables esclavages, des véritables esclaves de la traite humaine. Et ça, c'est terrible. Le deuxième j'ai voulu montrer l'histoire d'un enfant soldat qui va devenir un chef djihadiste. Et là aussi, on a un parcours étonnant. Et puis enfin, il y a une troisième histoire qui est un peu une histoire criminelle, qui se passe au Mali, justement, où là, il y a une enquête à propos de trafic d'organes avec les albinos, ces Africains blancs. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le livre est fait de cette conjonction de trois histoires, et c'est un roman, c'est une fiction que j'appelle africaine.